Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Je m'appelle Julien Dufoulon, moi je suis le directeur marketing de Delupay et aujourd'hui on va parler de décarbonation du paiement. Donc on a co-organisé ce webinaire avec Greenly et on est très heureux de l'intérêt que suscite la question et des nombreuses inscriptions sur l'événement. Les deux intervenants d'aujourd'hui à qui je vais très rapidement laisser la parole sont donc Audric Balsa, qui est expert climat chez Greenly et qui a réalisé cette étude. Donc il va pouvoir vous en parler, vous en donner tous les détails et répondre vraiment à toutes vos questions sur ce sujet. Et Joël-Alexis Bialkiewicz, fondateur et CEO de Delupay, qui a inventé la solution, qui est à l'initiative de cette étude et évidemment qui vous expliquera pourquoi il a voulu faire ça, quel est le lien avec Delupay. Et donc, vous pourrez également lui poser toutes vos questions sur la solution de Delupay et sa démarche. Vraiment, je pense que vous allez être très, très intéressés par les résultats. Nous-mêmes, quand on les a reçus, on a été extrêmement surpris. Il y a des choses qui sont assez contre-intuitives, en tout cas qu'on ignorait, et qu'on a pu découvrir, dans le cadre de l'étude. Et donc, je vais d'abord laisser la parole à Joël-Alexis Bialkiewicz pour qu'il puisse vous expliquer, un petit peu qui est Delupay et notre démarche. Et puis, ensuite, Audric pourra vous présenter, les résultats de l'étude. Joël-Alexis, je te cède la parole. Oui, bonjour, je suis toujours en train de charger le support qui ne se charge pas. Sinon, tu peux partager ton écran. D'ailleurs, tu devrais partager ton écran si tu veux montrer les vidéos. D'ailleurs, tu devrais partager ton écran si tu veux montrer les vidéos. Je suis désolé, il va falloir patienter. D'ailleurs, tu devrais partager ton écran si tu veux montrer. Alors, le temps que le support se charge, petit rappel sur l'organisation du webinaire. Donc, vous le suivez directement depuis LinkedIn, ce qui veut dire que vous pouvez poser toutes vos questions directement dans la discussion de l'événement LinkedIn, et on pourra les faire apparaître à l'écran, et pour que les speakers puissent vous répondre. Voilà, là, normalement, ça devrait fonctionner. On le voit, oui, c'est tout bon. Donc, Delupay. Pourquoi est-ce que j'ai créé Delupay? D'abord et avant tout, j'ai créé Delupay pour arrêter le racket des commerçants. Aujourd'hui, les commissions de paiement que payent les commerçants sont de plus en plus élevées parce que le système Visa Mastercard vit dans une situation de duopole. C'est-à-dire qu'en pratique, il n'existe aucune vraie concurrence crédible. Alors que pourtant, ces systèmes de paiement sont totalement dépassés. Delupay n'est pas une de ces multiples applications qui existent, qui prétendent faire du paiement, mais qui en réalité se contentent de faire le passe-plat, c'est-à-dire finalement de passer le paiement soit à la carte bancaire, soit du simple virement instantané, en se lavant les mains du sort de la transaction. Delupay a été créé en septembre 2023, et parce qu'il est totalement dématérialisé et élimine tous les intermédiaires présents dans le système carte, a un coût en termes d'émissions de CO2 bien inférieur à celui de la carte bancaire.
Le but de ce webinaire est de répondre à deux interrogations. La première, c'est combien d'émissions un paiement de l'UP évite. Et ça, pour ça, on a fait réaliser une étude par Greenly, le spécialiste et la référence française en la matière. Elle quantifie l'impact CO2 des moyens de paiement et elle permet de se rendre compte de l'impact que pourrait avoir un moyen de paiement plus moderne. La deuxième, qui a été réalisée par le spécialiste des sondages OpinionWay, c'est les Français sont-ils prêts aujourd'hui à passer à un moyen de paiement écologique? Et de fait, et en particulier dans la jeune génération, les Français sont de plus en plus sensibilisés à la question de l'écologie, y compris en matière de paiement. Je vais maintenant passer la parole à Grigny. Merci. Bonjour à toutes les personnes qui sont présentes sur le webinaire. Juste le temps de partager mon écran que vous devriez voir maintenant. Le temps que ça charge. Donc très heureux de présenter les résultats de l'étude qui a été menée en collaboration avec Delup sur l'impact des moyens de paiement au global et la comparaison justement entre la solution proposée par Delup et les moyens de paiement classiques par carte et par cash. Donc l'idée de l'étude qui a été réalisée, c'est vraiment de comparer des scénarios entre la solution de l'UP, donc où on va avoir l'application comme mode de moyen principal et on va éviter l'utilisation d'une carte, l'utilisation d'un terminal de paiement, comme c'est le cas dans d'autres solutions. Comparer cette solution avec les scénarios comparatifs, donc le paiement par carte bancaire via un terminal, soit par NFC, soit par insertion de carte, et le paiement en liquide. Donc au niveau des scénarios, on a décliné tout ça en deux sous-catégories. Le mode de paiement physique, lorsqu'on se déplace tout simplement chez son commerçant, et le mode de paiement internet, donc lorsqu'on effectue un paiement en ligne, que ce soit sur smartphone ou sur ordinateur. Et donc le périmètre de l'étude, c'est vraiment l'impact d'un paiement ou d'un million de paiements selon les résultats qu'on veut présenter pour que ce soit plus tangible, de la saisie de la vente jusqu'à la validation de la transaction. Donc commençons avec les résultats globaux sur le paiement physique. Donc au niveau du paiement physique, on voit que l'impact du scénario de l'UP est bien inférieur à l'impact du scénario carte physique et du scénario cash. On va détailler bien sûr toutes les hypothèses de calcul dans la suite de la présentation. Mais l'idée principale ici, c'est que la réduction d'impact entre le scénario carte classique où on va payer chez son commerçant avec sa carte, en insérant sa carte ou en faisant un virement via NFC sur le terminal de paiement du commerçant. C'est qu'ici, dans la méthode de l'UP, on évite justement l'utilisation de ce terminal. Donc, on évite la production de la carte, la production du terminal, l'utilisation du terminal. Et tout ça, ça amène à une réduction très forte des émissions. Sur le scénario cash, c'est encore différent. C'est tout un autre système qui est mis en place pour gérer en fait toutes les espèces, toutes les pièces, les transporter, les produire, toute la fin de vie également de ce système qui finalement est assez polluant. Sur un paiement internet, on a forcément un peu moins d'écart entre la solution de l'UP et la solution carte classique. On a quand même l'évitement de la production d'une carte bancaire. Donc tout ce qui est matériaux utilisés, transport de la carte qui va être évité. On a aussi justement au niveau des serveurs utilisés derrière pour le processing de la transaction, des serveurs pour de l'UP qui sont localisés en France. Et donc tout ça, ça amène aussi à une réduction quand même assez intéressante entre les deux types de paiement. Donc si on regarde, si on fait une petite parenthèse sur l'impact d'une carte bancaire en tant que telle, de la création de la carte bancaire, donc la partie vraiment matériaux,
jusqu'à au transport de cette carte au client, on a voilà 23 grammes de CO2, équivalent pour la création et le transport d'une carte bancaire. C'est séparé voilà, à peu près 50-50 entre vraiment l'étape de fabrication avec tous les matériaux, donc le plastique, les métaux, dans la puce, dans l'antenne, qui sont présents et le transport de la carte, l'usine de production jusqu'au client. Donc cet impact de la carte bancaire est bien sûr ensuite, redistribué sur le nombre de paiements total, effectués, avec cette carte au cours de sa vie. Donc si on rentre plus en détail, dans les scénarios, que j'ai rapidement présentés un petit peu au-dessus pour voir, les hypothèses qui ont été prises pour, calculer l'impact de ces paiements et voir pourquoi est-ce que, le scénario de l'UP, permet voilà de réduire les émissions liées aux paiements, par rapport aux autres scénarios étudiés. On peut s'intéresser d'abord au scénario, donc de l'UP et les hypothèses qui ont été prises. Donc déjà, il faut savoir que voilà, au niveau des scénarios, on a fait plusieurs sous-hypothèses, que ce soit voilà les paiements via l'application, via des codes, via des QR codes, via le kit d'encaissement, donc qui est aussi distribué par de l'UP. Toutes ces petites variations avaient finalement peu d'impact, que ce soit à la hausse ou à la baisse sur le résultat global. Donc ici, ce que je vais présenter, c'est, les scénarios les plus classiques, pour chaque solution, afin voilà d'avoir la comparaison la plus classique entre tous les modes de paiement. Donc ici, on s'intéresse, tout d'abord au paiement physique, où, dans la solution de l'UP, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser son smartphone, pour, voilà, payer tout simplement la transaction. Le commerçant va avoir un kit d'encaissement, où on va avoir un QR code que le client va pouvoir flasher pour, valider justement le paiement de la transaction, sur son achat du jour. Et donc tout va se passer, sur ce smartphone où, ce qu'on va compter ici, c'est l'utilisation effectivement de ce smartphone lors de la transaction. C'est tout le téléchargement aussi et la mise à jour de l'application de l'UP, qui voilà vient s'ajouter quand même, aux usages classiques du smartphone. Ici, on va pas compter, l'amortissement du smartphone justement puisque, ce qu'on considère ici, c'est que, qu'on paye par de l'UP ou par la voie classique, on a quand même toutes et tous, notre smartphone dans la poche lorsqu'on va faire ses courses généralement. Ensuite, on a la partie, donc des serveurs, donc tout ce qui va être processing de la transaction, où là, donc on a la partie électricité des serveurs et la partie amortissement, de toute l'infrastructure. Quand je parle de l'amortissement, c'est tout ce qui va être, construction, des serveurs, des matériaux utilisés, le transport à la fin de vie. Pour, calculer, cette hypothèse, on s'est basé sur, une précédente étude de la banque centrale néerlandaise, qui avait fait une étude justement sur l'impact des transactions bancaires, et sur laquelle on se base aussi pour les scénarios classiques, et qui donne voilà, sur laquelle on arrive à déduire des, consommations en water par transaction, au niveau des serveurs et sur laquelle on arrive à déduire des, amortissements d'équipement. Donc comme je l'ai dit, les serveurs pour de l'UP sont localisés en France, donc on a une énergie, une électricité assez peu carbonée, en termes de grammes de CO2 émis par kilowattheure consommé, ce qui permet voilà de déjà aussi un petit peu réduire, la partie impact électricité des serveurs. Et si on regarde, justement le graphique à droite, on remarque que, l'impact pour une transaction dans le scénario de l'UP, en paiement physique, il vient principalement des serveurs, donc à la fois l'amortissement et l'électricité. Finalement, la partie, paiement, chez le commerçant, heu, l'impact est assez faible puisqu'on a vraiment juste, voilà, l'utilisation du smartphone, de l'application et un petit kit d'encaissement, principalement en papier et carton. Donc c'est voilà, c'est assez réduit. Voilà, donc j'ai pu détailler toutes les hypothèses, qui ont été utilisées. Je vous laisserai bien sûr, si vous avez plus de questions, les poser dans le chat.
pour le paiement internet, si on continue sur le scénario de l'UP, ici, ce qu'on regarde, c'est, un client donc qui va utiliser, son smartphone pour réaliser un paiement en ligne, et donc on va toujours utiliser l'application pour, valider ce paiement. On va en plus charger, une page web justement de paiement pour saisir toutes les données, nécessaires à la validation de cette transaction. On va toujours avoir les serveurs en termes de processing, derrière de la transaction, qui vont effectuer, les mêmes tâches que si on passait en physique. Donc, à ce niveau-là, l'impact global, ne change pas. Mais donc, ça nous revient à 134 grammes de CO2 pour 1000 paiements contre, 120 grammes de CO2 pour le paiement physique. Donc on voit qu'on a une différence qui n'est pas, très importante et c'est juste, voilà, qu'on a en plus un petit usage sur la page web, le chargement, l'utilisation du terminal un petit peu plus long. Et donc si on compare, ce scénario en détail avec, tout d'abord, le scénario, carte, classique où on va, aller payer, chez un commerçant avec, une carte bancaire et via un terminal de paiement, heu, voilà, utilisé, par le commerçant. On va voir qu'ici, le la majorité de l'impact, ne vient plus des serveurs. Ça reste quand même une partie, importante avec, voilà, environ 10 de l'impact, mais la majorité de l'impact vient finalement de l'amortissement du terminal de paiement en lui-même, voilà, qui représente vraiment, voilà, 84 de l'impact. Et donc c'est voilà, c'est une des grandes conclusions finalement, c'est que quand on regarde l'impact du terminal de paiement, on voit que, en comparaison entre le nombre de terminaux de paiement et le nombre de paiements effectués par terminal, on a un nombre de paiements relativement faible et du coup, toute la production du terminal de paiement est très impactante dans, le processus de paiement par carte. On a également, justement l'amortissement de la carte bancaire qui vient s'ajouter à tout ça, qui représente, 3 de l'impact. Donc c'est pas la majeure partie, mais ça vient encore s'ajouter, à tout ça. Donc pour les hypothèses, on a un nombre de paiements par an par carte, 297 et l'impact de la fabrication par carte qu'on a détaillé précédemment. Hem voilà, on prend bien sûr en compte sur cette étude à la fois l'amortissement du terminal de paiement et la partie, utilisation, donc tout ce qui va être électricité, puisque ces terminaux sont, principalement, sont allumés quasiment tout le temps pour des questions de mise à jour notamment. Si on regarde le scénario carte pour le paiement par internet, on va se rapprocher, voilà, du scénario de l'UP sur ce point-là, puisque les différences sont beaucoup plus faibles. On n'a plus de terminal de paiement, donc forcément, ce gros impact n'est plus présent dans cette étude. Ce qui va, changer ici, c'est, l'amortissement de la carte bancaire, puisqu'on va quand même avoir besoin d'une carte bancaire physique, pour effectuer le paiement. Donc c'est principalement ça qui, vient affecter, la différence, d'impact entre le scénario de l'UP et le scénario carte, où ici, voilà, de la même manière, on va charger sa page web, saisir toutes ces données, pour réaliser le paiement, valider, ces transactions via un système 3D Secure et ensuite les serveurs vont fonctionner avec, un impact similaire au scénario de l'UP. La seule différence sur les serveurs, c'est qu'ici, si on prend le système justement, Visa Mastercard, on va avoir une partie des serveurs, localisés aux États-Unis avec une électricité, plus carbonée que celle qui est en France. Voilà. Ensuite, donc pour le scénario cash, donc c'est une étude, qu'on a repris, de, la banque centrale néerlandaise qui a également réalisé une étude sur, l'impact spécifique du cash. C'est un poste où c'est beaucoup plus difficile d'avoir des données vraiment, voilà, précises et granulaires pour, réaliser une étude, une mise à jour en fait de l'étude. Donc on s'est vraiment basé sur les chiffres, hem calculé par l'étude de la banque centrale néerlandaise, où ici, en fait, ce qu'on voit sur le scénario cash, c'est que finalement, c'est
le scénario le plus impactant, et notamment, à cause du transport de fonds, et de la partie, distributeur justement avec l'électricité des bornes qui est aussi très impactante. Donc en fait, tout le réseau de gestion du cash, va être très impactant et même si, voilà, ça évite d'avoir, un terminal de paiement, d'avoir, la production d'une carte, même d'avoir, voilà, le téléchargement d'une application. On va avoir tout ce réseau qui est très lourd et qui va, avoir un impact, très important puisque voilà, avec, les matériaux utilisés pour, la production de pièces, de billets, et l'utilisation des distributeurs, on a, une dépense d'énergie et de matériaux, finalement plus importante. Voilà, donc au niveau des sources de l'étude, qui ont été utilisées, donc on se base, au niveau de cette étude, principalement sur, des travaux qui ont été réalisés par, la banque centrale néerlandaise, auxquels on est venu ajouter, justement des données venant, de l'UP, des usages de l'UP, des mises à jour aussi des facteurs d'émission puisque voilà, c'est des études qui datent de 2017-2018, donc notamment sur l'électricité, on est venu mettre à jour tous, les mix électriques des pays pour, voilà, avoir des comparaisons, les plus récentes possibles. On se base aussi, voilà, sur des données, notamment de l'Observatoire des cartes bancaires, des données de l'ADEME, des Coinvan, qui sont des bases de données de référence en termes de facteurs d'émission, des analyses de cycle de vie, qui ont été réalisées par des fabricants, sur les TPE, pour avoir vraiment, voilà, l'impact de l'amortissement de tout ça et les intensités carbone du mix électrique des pays de l'Agence internationale de l'énergie. Voilà, donc c'était vraiment, voilà, la vue globale de l'étude. Les points principaux à retenir, ce sera effectivement qu'au niveau du scénario, par carte, on a un impact important sur la production des terminaux de paiement, et également un petit peu des cartes et l'usage en fait de tout ce système. Donc effectivement, si, on passait, au niveau des commerces globalement à un système où de l'UP était généralisé, on aurait, la possibilité d'éviter, la production de tous ces terminaux et donc, l'utilisation à la fois de tous ces matériaux pour la production, l'utilisation d'énergie, supplémentaire et au final, on aurait un impact, carbone, heu, réduit voilà, de plus de 90 sur l'impact du transaction. Très bien. Est-ce que Julien, tu sais s'il y a eu des questions déjà chez les participants? Là, moi, j'en pose une. Je pense que ce Oui, serait intéressant pour tout le monde d'avoir un récap, en conclusion des facteurs d'émission pour chacun, des moyens de paiement. Je pense oui. que ça peut être, c'est un des chiffres qui est utile, qui peut être utile à tous ceux qui font du paiement ou de la RSE pour calculer l'impact de leur propre moyen de paiement, donc enfin de leur propre traitement des paiements. Donc, ce serait intéressant que que tu fasses un petit résumé là, de ces chiffres. Ouais, pour reprendre la slide du départ effectivement qui donne bien la vision globale, notamment, sur le paiement physique ici où, vraiment voilà sur l'impact, par type de paiement, on va avoir donc pour 1 000 paiements, 120 grammes de CO2 émis pour le scénario de l'UP, 1 300 grammes pour le scénario physique et 4 600 grammes pour le scénario cash. Donc voilà, c'est cet ordre de grandeur-là qu'on a si on repasse ici, voilà, 120 grammes pour de l'UP et si on compare justement internet aussi, et physique, on a 120 grammes, en physique, 134 grammes, par internet. Donc on a des choses similaires pour le scénario de l'UP, alors que pour le scénario carte, on a voilà 1 300 grammes pour 1 000 paiements en physique contre 214 grammes pour 1 000 paiements, par internet. Donc on voit aussi que rien qu'en comparant le scénario physique, internet, finalement internet, en termes d'impact carbone sur seulement la partie, vraiment processing du paiement est un petit peu plus vertueuse.
À ce sujet, je crois que, une autre question, pour partager un peu les dessous de l'étude, Mmh. avec l'audience. Il y a une question qui est d'ailleurs très chère à Joël Alexis, c'est, sur ce point-là, comment est-ce que, enfin, quelles difficultés est-ce qu'on a eues pour pouvoir bien Mmh. mesurer la partie électricité, amortissement des serveurs, pour le processing d'une carte et notamment prendre en compte la question du nombre d'intermédiaires qui traitent ces données. Ouais, effectivement, ça c'était un point donc difficile de l'étude où on est reparti en fait des données qui avaient pu être récupérées par la banque centrale néerlandaise dans leur propre étude sur donc l'impact du scénario carte en fait, et des paiements, donc qui a été, réalisé en 2017 et qu'on a pu un peu mettre à jour via des vecteurs d'émissions d'électricité. Mais c'est difficile de récupérer des données déjà plus récentes et suffisamment granulaires pour qu'on puisse, nous-mêmes, en fait, faire une étude plus précise et plus détaillée, de l'impact du paiement, notamment, typiquement, si on voulait, refaire cette étude sur un périmètre français, ce serait compliqué parce que, c'est un point qui est assez flou, en termes de données disponibles et donc Quand tu dis un flou, ça veut dire qu'il y en a pas. oui, c'est ça, c'est ça, exactement, exactement et donc sur la comparaison qu'on fait entre le scénario carte classique et le scénario, donc de l'UP, on est resté conservateur et on a appliqué, le même impact pour la partie serveur, à ceci près que les serveurs de l'UP sont considérés 100 en France, alors que les serveurs, du scénario carte, on a une partie qui sont considérés, aux États-Unis puisque voilà, on a le réseau Visa, Mastercard. Donc on a considéré des consommations notamment d'énergie, égales, alors que, sur les scénarios cartes, effectivement, on a logiquement plus d'intermédiaires, qui passent sur la transaction et donc qui vont faire des vérifications multiples, potentiellement redondantes. Sur le scénario de l'UP, tout est traité, via vos serveurs directement, et donc on a aussi, l'élimination, d'intermédiaires, heu, qui font monter, justement la partie, utilisation de serveurs, et d'électricité. Mais ça, c'est quelque chose qui est difficile en fait à vraiment quantifier parce que, on n'a pas, le détail sur tous ces intermédiaires, et ce qui réalise, exactement. Donc pour la V2 de cette étude, on pourrait lancer un appel, à tous les gens impliqués dans le processing de paiement par carte bancaire pour, nous fournir les données et faire la transparence sur, le traitement des données afin d'affiner ce bilan carbone. C'est ça. En fait, ce qu'il faudrait tout simplement, c'est des données, un peu similaires à ce qui est présent dans l'étude de la banque centrale néerlandaise, mais même encore plus granulaire si c'est possible, où chaque intermédiaire détaille un petit peu, les ressources utilisées, pour processer les paiements. Alors, j'ai une autre question qui vient des réseaux sociaux. On nous pose souvent la question de l'UP. On nous demande: «Oui, mais on nous dit: "Oui, mais moi, j'ai une carte bancaire en bois"». Mmh. Ça, c'est un truc qui revient tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on répond aux gens qui nous disent: «Non, mais moi, c'est pas pareil, j'ai une carte bancaire en bois"?» Alors, effectivement, la carte bancaire en bois, donc on a des matériaux qui sont différents, donc potentiellement moins carbonés que le plastique. Encore, c'est à voir. Je suis pas totalement convaincu qu'au niveau carbone seulement, on a un impact vraiment plus faible. Peut-être que sur d'autres aspects environnementaux, on va effectivement avoir des impacts qui sont meilleurs pour le bois quand même que pour le plastique ou, au niveau de l'acidification des sols et cetera, on va être moins bon. Mais on a quand même toujours la partie transport qui représente aussi, 50 de l'impact, de la carte. Donc ça, faut pas l'oublier non plus et donc on a quand même un impact sur la carte. Donc au niveau carbone, il faudrait faire l'étude comparative pour savoir si la carte en bois est vraiment émet vraiment moins de carbone que la carte en plastique. Je suppose que sur d'autres aspects environnementaux, effectivement, on est meilleur, mais on a quand même un impact qui reste et qui est présent. Et je me permets, mais surtout, si tu ça, moi, c'est le truc qui m'a le plus surpris quand les résultats de l'étude ont été publiés, c'est en fait l'impact de la carte dans l'impact carbone global d'un paiement. Heu,
il est relativement faible par rapport à celui du terminal. Ce qui veut dire que peu importe le matériau de la carte, en réalité. C'est ça, c'est ça. Il faut pas oublier, ouais, effectivement que l'amortissement de la carte, ça représente pas une partie, énorme de l'impact du paiement, et en fait, ici, l'idée, c'est quand même qu'on a un grand nombre de terminaux de paiement, et donc si on ramène ce nombre de terminaux de paiement au nombre de paiements effectués, par an, dans le pays, ben, en fait, le nombre de paiements par terminal est relativement faible et c'est moi quelque chose qui m'a surpris dans l'étude, mais on n'a pas un nombre de paiements par terminal, on n'a pas 5 000 paiements on n'a pas 10 000 paiements par terminal et par an, donc c'est forcément, ça qui joue beaucoup, du coup. Mmh. OK. Alors sur les réseaux sociaux, il y a une autre, question qui revient tout le temps et d'ailleurs dans l'étude d'opinion dont vous a parlé Joël Alexis, en introduction, on le voit, hein, les gens instinctivement disent pareil: «Moi, je paye en cash, donc moi j'utilise un j'ai pas mon impact carbone il est faible parce que je paye en cash». Donc il y a cette idée que les espèces, n'ont pas d'impact ou très peu d'impact sur la production de CO2. Ouais. Oui, effectivement, bah, ça peut être, une idée reçue finalement parce que, bah, on voit pas l'impact, derrière quand on a, voilà, des billets ou des pièces dans son porte-monnaie. On voit pas l'impact et l'infrastructure qui est assez énorme qu'il y a derrière pour, gérer vraiment toutes ces liquidités et notamment, enfin, c'est vraiment la partie transport où, bah, on a notamment des véhicules blindés qui sont construits pour le transport de ces fonds, donc tout ce qui va être carburant et la partie aussi distributeur où on a, bah, justement des distributeurs à tous les coins de rue et donc qui vont consommer quand même une quantité d'électricité assez importante. Mmh. Et finalement la partie production, de pièces et de billets, donc tout ce qui va être matériaux utilisés, c'est une partie importante, mais on voit qu'elle représente, voilà 12 de l'impact global, du scénario cash. Avant de redonner la parole à Joël Alexis, je vais donner la parole à Joël Alexis, mais c'est à Joël Alexis que je voudrais poser une question. Comment est-ce que tu as abordé la question justement de l'impact environnemental, de l'impact CO2 de l'UP? Comment tu as envisagé cette question? Euh, bah, en fait, on est tous, dans ma génération et dans les générations ultérieures, on est tous très sensibilisés à la question donc, du réchauffement climatique. Hein. Le réchauffement climatique, pendant des années, tout le monde s'était posé la question de savoir si c'était réel ou pas, et puis à un moment donné, il y a eu une prise de conscience, non seulement de la réalité de ce réchauffement, mais de son impact extrêmement grave, pas seulement sur la planète, mais aussi et surtout sur l'humanité. On parle d'îles qui pourraient disparaître, on parle de peuples qui pourraient devoir purement et simplement migrer ailleurs, parce que des territoires entiers pourraient être sous. On parle de maladies. On sait tous que sur les continents qui ne bénéficient pas d'un climat tempéré, on a quand même une prolifération de maladies qui sont à peu près inconnues en Occident. Des maladies parasitaires, des maladies liées à des bactéries, à des virus. Et tout ça, en fait, tout ça est favorisé par les températures élevées. Et donc, avec seulement quelques degrés de plus, on ne s'imagine pas. Bon, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés. Oh, on sera mieux, on sera au chaud, on sera en vacances sur la côte d'Azur. En fait, c'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que par exemple, les moustiques qui nous voient quelques mois de l'année, on les verra 6 mois par an, voire même toute l'année. Que certaines maladies qui ont disparu pourraient réapparaître, que d'autres nouvelles pourraient apparaître. L'étendue de la catastrophe est considérable. Et donc, ça c'est quelque chose que je disais déjà dès 2022,
Il est absolument essentiel quand on développe quelque chose, quoi que ce soit de nouveau à notre époque, de se préoccuper de cette question. Et donc la question de l'efficacité énergétique, qui est directement liée à l'efficacité carbone et au climat, s'est posée dès l'origine. Et en fait, l'élimination de tout un tas de choses qui sont obsolètes, qui existent simplement parce qu'elles ont existé et qu'il y a une inertie, une difficulté à abandonner des modes de fonctionnement qui ont toujours fonctionné. Par exemple, typiquement, les terminaux de paiement. Et entre parenthèses, les terminaux de paiement, ce n'est pas seulement les vieux terminaux un peu laids qu'on trouve encore un peu partout dans le commerce, mais c'est aussi tous les nouveaux terminaux. Il y a des entreprises aujourd'hui, pour pas citer Square par exemple, qui proposent, ou SumUp, qui proposent des terminaux de paiement. En 2024, on va rajouter du hardware, ce qui est un scandale. Le but, notre but à tous devrait être d'éliminer ce hardware, y compris d'ailleurs côté Visa et Mastercard. Ben, je pense que Visa et Mastercard, s'ils avaient une quelconque conscience de l'environnement, devraient interdire les terminaux. Ils devraient dire à partir d'une certaine date, c'est interdit en fait. On fournit nos propres dispositifs d'encaissement qui sont totalement virtuels et les terminaux, c'est interdit. On n'en veut plus parce que ça n'a pas un impact environnemental trop élevé. Mais évidemment, ils ne font pas ça parce que ça casserait tout un réseau de partenariats sur lequel ils sont assis. Et c'est aussi ça le problème du système CAR. C'est que le système CAR, ce n'est pas simplement deux acteurs qu'on voue l'hégémonie et qui se sont assurés un oligopole sur les paiements dans le monde entier, quelques zones exceptées. C'est vraiment tout un tas de parasites qui se sont greffés sur ce fromage et qui en profitent bien. Moi, mes ennemis aujourd'hui, avant Visa et Mastercard, ce sont tous les acteurs français qui bénéficient de Visa et Mastercard et qui, tout en disant tout haut, ah, de l'UPS, c'est bien, c'est innovant, en réalité, font tout pour favoriser la carte. Ok. Ouais, donc le sujet, tu l'as abordé vraiment, j'ai envie de dire, pour être provocateur, pas du tout comme un marketeur, mais vraiment comme un ingénieur, quoi. La question, c'est une question d'efficacité énergétique. Comment est-ce qu'on réduit à travers les procédés, on arrive à réduire l'impact? Je suis ingénieur de formation. Moi, ma formation initiale, je suis ingénieur génie logiciel, master en algorithmique et docteur en informatique théorique du pôle intelligence artificielle de l'IPSIS. Et j'étais absolument pas destiné d'ailleurs à faire de la finance. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, si c'est pas le mieux, c'est pas le moment. Je me suis retrouvé dans la finance un petit peu par hasard. Donc de l'UP, c'est vraiment ma manière de remettre dans la finance quelque chose de propre, de carré, de mathématique, quelque chose qui fonctionne, et qui fonctionne pas seulement du point de vue de l'expérience utilisateur, et l'expérience utilisateur de l'UP, on pourra y revenir. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport à l'expérience carte. Une fois qu'on a passé le mur de l'onboarding, et c'est vrai, effectivement, Visa et Mastercard bénéficient du fait que tout le monde y est déjà, le l'UP, il faut s'inscrire. Mais à partir du moment où les gens franchissent ce pas en se disant je suis français, je suis européen, j'en ai marre que mes données de paiement fassent un aller-retour aux États-Unis, je veux avoir un impact sur le climat et réduire mon impact carbone sur chaque paiement et installe de l'UP, à partir de ce moment-là, en fait, on change les choses du tout au tout. Ça me fait une super transition, Alexis. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je propose de prendre quelques minutes quand même pour que tu expliques ce qu'est de l'UP, comment ça fonctionne. Donc, si tu veux bien nous présenter un petit peu les choses pour que les gens qui sont intéressés puissent se rendre compte exactement de comment ça fonctionne une transaction de l'UP et ce que ça change. Eh ben, on va faire ça. Donc de l'UP, ça ne se résume pas simplement à un produit green. De l'UP est un produit green de fait.
Et je précise que ce n'est pas un produit comment dire, de greenwashing. Aujourd'hui, vous allez trouver des cartes en bois, vous allez trouver des systèmes de paiement qui vont vous facturer aux commerçants une commission exorbitante et puis reverser un petit bout de cette commission à des associations environnementales, ce qui pour moi est de la corruption. Pour moi, une association environnementale ne devrait pas accepter de recevoir de l'argent directement d'un système financier. Pour moi, on est dans l'absurdité la plus totale. Mais en tout cas, ça ne réduit en rien l'impact climatique de ces moyens de paiement. De l'UP, on est dans une approche totalement différente. On réduit de fait cet impact climatique. En dehors de cette présentation qui a été faite pour la circonstance, on n'affiche rien en vert. Le logo de l'UP, vous allez sur le site de l'UP, tout est violet, rien n'est vert. Mais simplement, de fait, on réduit l'impact carbone de chaque paiement. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est mieux conçu. Le premier problème de la carte bancaire, avant même de parler de climat, c'est la fraude. 70% des Français, c'est dans l'étude OpinionWay, attendent avant tout d'un moyen de paiement de la sécurité. Et bien, ça tombe bien, parce qu'en termes de sécurité, il n'y a pas mieux que de l'UP. Vous vous imaginez, la plupart des gens s'imaginent, et à une époque, je m'imaginais aussi, que la fraude par carte bancaire sur Internet commence sur Internet. En fait, c'est pas vrai. Vous êtes dans un restaurant, dans un café, vous avez dans un coin un jeune homme, une vieille dame, qui a l'air de surfer sur son smartphone. Et en fait, pas du tout. En fait, il ou elle prend des photos. Et ces photos ont une valeur puisque un numéro de carte, ça vaut 20 $ sur le dark web. Et si ça vaut 20 $ sur le dark web, eh bien, c'est bien parce que malheureusement, malgré toutes les précautions que les systèmes cartes ont pu accumuler et qui sont atroces au niveau de l'expérience utilisateur, eh bien, ça n'empêche que 90% de la fraude. Il en reste 10%. Et donc, une personne qui va prendre 100 photos de cartes dans sa soirée a gagné 2000 $. Je pense qu'elle a gagné sa soirée. Les cartes sont vraiment vulnérables par nature. Et cette vulnérabilité coûte très cher. En 2022, alors c'est les statistiques qu'on a, hein, désolé, hein, on n'a pas pris 2022 parce que le chiffre nous a arrangé, on a pris 2022 parce que c'est le dernier chiffre qu'on a. C'est le rapport de l'OSMP 2022 au niveau Banque de France. Donc en 2022, 93,4% des transactions fraudées et des transactions par carte. Donc, quasiment toutes les fraudes au paiement sont des fraudes par carte. Et ça représente quand même chaque année, 1,2 milliard de dollars par an pour les fraudeurs, devant les chèques, devant les virements. Nous, on a repensé la manière dont un paiement se fait. Historiquement, les systèmes de paiement que vous payez avec la puce, qui est d'ailleurs très polluante, avec la bande ou avec Apple Pay ou Google Pay, qui sont des passe-plats, de toute façon, en réalité, c'est le système carte qui repose sur un numéro qui permet d'aller chercher l'argent sur le compte du client. C'est-à-dire que c'est un système où en fait vous prenez l'argent. Alors qu'à l'inverse, de l'UP, c'est totalement différent. Ça repose sur le consentement. De l'UP, vous n'avez pas de numéro secret, plus ou moins secret, hein, parce qu'en fait il est écrit sur votre carte, donc c'est un secret très très mal gardé. C'est ce qu'on appelle un secret de polichinelle. Le numéro, c'est le numéro du commerçant. On le retrouve dans le code QR, on le retrouve dans la puce NFC, on le retrouve dans l'émission Bluetooth Low Energy, quand on paye avec Bluetooth Low Energy, ce qui est aussi une première mondiale qui nous a amené au CES de Las Vegas dans la délégation française. De l'UP, vous n'avez qu'un numéro public qui ne peut que recevoir de l'argent. On ne peut pas prendre de l'argent sur son numéro. Du coup, forcément, la quasi-totalité des fraudes qui sont possibles avec une carte sont impossibles avec l'UP. Vous n'avez rien à photographier. En termes d'expérience utilisateur, vous n'avez pas de chiffre à taper. Vous n'avez pas de cryptogramme. Il n'y a pas non plus de pinpad. Le pinpad, c'est le clavier du terminal du commerçant sur lequel vous tapez votre code PIN. Or, malheureusement, une autre source de fraude, c'est qu'on peut mettre un faux clavier par-dessus le vrai, voire même un faux terminal. Il n'y a pas de partage d'informations confidentielles. Les remboursements sont sécurisés. La fraude au remboursement, c'est impossible avec le l'UP. On ne peut rembourser
qu'une transaction existante vers le moyen de paiement d'origine, ce qui élimine énormément de fraude pour les commerçants. Et on élimine aussi la fraude au faux TPE. Parce que le problème, c'est que quand vous payez avec une carte bancaire, vous êtes sur une terrasse sur la Côte d'Azur. Quelqu'un vient vous voir avec un terminal. Comment vous pouvez savoir que c'est vraiment le terminal du commerçant où vous êtes? Ben, c'est impossible. Avec de l'UP, vous payez avec votre smartphone. Et nous, on en profite. On affiche des informations sur votre smartphone qui vous permettent d'identifier le commerçant. On en profite aussi pour utiliser votre localisation et celle du commerçant. Donc, si vous payez dans un commerce en Lituanie, alors vous êtes sur une terrasse sur la Côte d'Azur et que c'est censé être un paiement de proximité, pas un paiement sur Internet, en fait, ce paiement, on va le traiter avec les plus grandes précautions et l'argent sera donné au commerçant que très très tard, après beaucoup de vérifications. Conclusion, le voleur n'aura rien. Et tout ça, non seulement sans sacrifier l'expérience utilisateur, mais même en l'améliorant. Regardez un petit peu, un paiement par WP, c'est ça. Je vous laisse regarder la vidéo à droite. C'est vraiment une simplicité biblique. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir l'application d'ailleurs. Vous prenez simplement l'appareil photo de votre téléphone, ça va ouvrir l'application. Vous n'avez même pas à la chercher. Les cartes bancaires, c'est beaucoup de problèmes. C'est carte muette, paiement refusé, le sans contact qui marche une fois sur deux, puis quand ça ne marche pas, il faut rentrer sa carte. Et ou redéverrouiller 3 fois son iPhone en cherchant à comprendre ce qui ne va pas. Les chiffres à saisir, le 3D Secure. Les Français attendent en priorité de la rapidité. La rapidité, on la leur donne. Bon, on ne vous demande pas de croire une vidéo. Moi, ce que j'invite les commerçants qui sont connectés, et je sais qu'il y en a quelques-uns à faire, c'est à prendre contact avec nous. On va vous faire une démo live. Et même si vous voulez, on vous fait la démo dans un commerce qui accepte réellement de l'UPEC. Comme ça, vous pourrez constater avec vos propres yeux, vous pouvez faire 50, 100, ou 200 ou 500 transactions avec de l'UPEC. Les 500 transactions vont s'exécuter, quoi qu'il arrive, en moins de 3 heures. Et ça change tout. Parce que si vous faites 50 transactions dans une rue commerçante avec une carte ou avec Apple Pay, Google Pay, vous allez voir que de temps en temps, vous allez avoir une transaction qui va mettre 15-20 secondes. Pourquoi? Parce que le système carte, c'est un minimum de 5 intermédiaires entre le commerçant et le client. Si un de ces intermédiaires ne fonctionne pas, comme c'est arrivé à Worldline en décembre, et ben vous avez ce qui s'est passé donc, au moment des achats de Noël, avec des gens qui ne peuvent pas faire leurs achats parce que vous avez un intermédiaire dans la chaîne qui est en panne. Ça ne peut pas exister avec de l'UP, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas. Mais surtout, même quand les intermédiaires fonctionnent, régulièrement, certains de ces intermédiaires n'ont pas des pannes complètes, mais des pannes partielles, qui les amènent à avoir des temps de processing qui sont plus longs que les temps qu'ils annoncent officiellement. Et le résultat, si vous avez chaque intermédiaire qui rajoute 5 secondes, vous faites le calcul rapidement, et du coup, ça allonge les filets. Les cartes sont lentes. De l'UP, pas du tout. Je vous laisse regarder la vidéo. Notre client a déjà payé. Celui qui a essayé de payer avec Apple Pay, à droite c'est Apple Pay, il attend encore, il attend encore, il attend encore, il attend toujours, le client boit son café, voilà. Le client carte va enfin pouvoir avoir le sien. Alors on pourrait se dire, si c'est mieux, c'est plus cher. Mais en fait, pas du tout. Le premier but de l'UP, avant même de parler d'environnement, c'était d'arrêter le racket des commerçants. Moi, c'est cet oligopole qui m'a toujours énervé. 5,6 milliards d'euros de frais de transaction payés par les commerçants. J'ai une bonne nouvelle pour les commerçants aujourd'hui, c'est que quand vous adoptez de l'UP, on divise vos frais par deux. Et je précise, pour que ce soit très très clair, ce n'est pas une opération promotionnelle. On n'est pas en train de dire, OK, on s'implante avec des prix bas, et ensuite, quand on sera bien implanté, on va les augmenter. Bien au contraire, on baissera encore plus nos frais quand on aura la taille pour pouvoir se le permettre. Aujourd'hui, de l'UP divise les frais des commerçants par 2. Il n'y a pas de minimum de commission. Vous vendez une baguette à 1,20 €, vous pouvez encaisser avec de l'UP. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a rien du tout. Vous n'avez que les commissions sur les transactions que vous encaissez. Conclusion, adoptez de l'UP pour un commerçant. Il n'y a pas de matériel à acheter, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de minimum de commission. Et sur chaque encaissement que vous faites avec de l'UP, vous gagnez. Vous pouvez être que gagnant, il n'y a pas d'arnaque. De l'UP est universel, contrairement à d'autres systèmes de paiement. Je pourrais citer par exemple le système de paiement EPI qui est poussé par un consortium de banques et qui a réussi à convaincre les autorités européennes qui sont en mesure de concurrencer Visa et Mastercard.
Bon, déjà, premièrement, aujourd'hui, le paiement commerçant avec le UPI, ça n'existe pas. Hein. Ça sera ouvert en 2025, évidemment. Mais en plus, pour que ça fonctionne, il faut que chaque banque membre fasse un travail d'intégration. Vous pouvez être sûr qu'avec un système comme ça, vous allez avoir la moitié des banques en Europe qui ne l'acceptent pas. Alors que DeLupe est universel. DeLupe fonctionne comme American Express, avec du virement et du prélèvement. Donc en réalité, quelle que soit votre banque en Europe, à partir du moment où vous êtes français, vous pouvez avoir un compte ouvert dans n'importe quelle banque en Europe, DeLupe fonctionne. C'est compatible avec les plateformes e-commerce qui recouvrent à peu près 80% de l'e-commerce, je dirais, sur étagère. Donc, PrestaShop, Magento, Drupal, WooCommerce, Shopify, vous avez 5 clics à faire. 5 clics à faire. Et pour les grands commerçants qui ont des systèmes sur mesure, évidemment, on est avant tout une équipe d'ingénieurs, donc on fait le travail d'intégration pour eux. DeLupe est intégrable dans tous les systèmes d'encaissement. On est déjà disponible dans les 6000 points de vente de Orisha et on sera disponible dans 17 000 points de vente supplémentaires d'ici la fin de l'année. DeLupe, bon, on en a parlé aujourd'hui, est bas carbone par conception. 91% d'émissions en moins par rapport aux cartes. On peut vraiment parler de décarbonation. Hein. Quand même, 91% d'émissions en moins par rapport à un paiement physique sur un terminal de carte bancaire. Et même si, effectivement, le gain en termes d'émissions de CO2 est moindre sur du paiement en ligne, il n'empêche qu'au-delà de l'expérience utilisateur qui n'a rien à voir, puisqu'au lieu de devoir taper je ne sais combien de chiffres sur Internet et d'espérer que le 3D Secure fonctionne correctement, DeLupe, c'est juste flasher un code QR et en 2 clics, c'est plié. Mais c'est aussi quand même quasiment 2 fois moins d'émissions de CO2. Quasiment 2 fois moins par rapport à du paiement web. Ok, c'est pas pareil que moins 91%, mais ça a quand même une valeur. Est-ce que vous voulez émettre 2 fois moins ou 2 fois plus de CO2 en achetant sur Internet? Et ça, c'est ce que Official Vegan Shop a compris. C'est le plus grand revendeur de produits vegan en France sur Internet. Et ils ont adopté DeLupe quasiment dès le début, alors qu'on n'avait pas de tout. C'est aussi 97% d'émissions en moins par rapport aux espèces. Le cash, on s'en sert encore tous beaucoup. Mais moi, en fait, de moins en moins. De moins en moins, parce que je ne savais pas. Hein, c'est Greenly qui me l'a appris. On croit tous que le cash, c'est pas polluant parce que c'est pas électronique. En fait, c'est faux. Le cash, par nature, ça doit circuler. Et c'est cette circulation du cash qui est catastrophique, en fait. Hein. C'est les émissions de CO2 quand vous payez en cash, bien vous dire que vos billets vont se retrouver dans un camion. Parce qu'on a vraiment besoin d'envoyer les choses par camion pour payer en 2024. DeLupe, c'est un moyen de paiement qui n'a pas été du tout pensé comme un moyen de paiement local. DeLupe, bien sûr, c'est un moyen de paiement français. Toutes vos données sont traitées en France, dans des serveurs français, contrairement à d'autres moyens de paiement français qui utilisent de l'Amazon Web Service, du Google Cloud Service ou des choses équivalentes. DeLupe traite tout dans des serveurs qui sont situés uniquement et exclusivement en France. Il n'y a pas de cloud américain. Mais pour autant, DeLupe a été pensé dès l'origine comme un moyen de paiement mondial. Alors aujourd'hui, pour des raisons qui sont essentiellement financières, tant qu'on n'a pas levé, on se limite à la France. Mais en fait, le système a été conçu dès l'origine pour fonctionner dans le monde entier. Et donc, notre but, c'est, dans 10 ans, de passer devant Visa et Mastercard, d'être le premier moyen de paiement à l'échelle mondiale. Et ça, avec des arguments tels que diviser les frais des commerçants par 2. Quel commerçant dirait non à ça? Et réduire de plus de 90% les émissions de CO2 sur les paiements, eh ben, je pense qu'on peut y arriver assez facilement. Et le mouvement est en marche. On a, alors ils disent 3500, on est à près de 3800 là. On est à près de 3800 commerçants qui ont adopté DeLupe depuis septembre 2023. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait seulement quelques mois qu'on existe. Seulement quelques mois, près de 4000 commerces, ça n'existe pas. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du paiement. La première fois que ça arrive, c'est avec nous. Les Français déclarent être prêts pour le paiement. 68% sont prêts à adopter un moyen de paiement écologique. Et ce chiffre monte à 75% chez les 18-24 ans. Là encore, je ne vous fais pas un dessin. La nouvelle génération, va grandir.
et celle qui n'est pas encore majeure aussi. Donc, ça veut dire que dans la population globale, d'une manière générale, cette prise de conscience va s'accélérer. Et demain, avoir un moyen de paiement qui est encore compatible avec des vieux systèmes qui reposent sur des kilos de plastique et de métal, je ne pense plus que ce sera en cours. Est-ce que vous avez des questions? Connecté, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Dans tous les cas, on vous enverra bien sûr le lien vers le replay et un site qu'on a créé sur lequel vous pourrez retrouver et télécharger l'étude. Voilà. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On avait prévu le créneau jusqu'à 11h30. Donc, on peut en prendre et sinon, on est disponible par message privé pour répondre à toutes vos questions. Bien sûr, Joël-Alexis, comme Joël-Alexis vous l'a proposé, on sera ravis de vous faire des démos live de l'UP si vous êtes intéressé par une solution pour adresser directement la question de l'impact des moyens de paiement sur vos opérations. En privilégiant une solution bas carbone. Et évidemment, si vous avez des problématiques d'analyse de vos impacts carbone, Greenly est le spécialiste du secteur. On peut témoigner de la qualité du travail qui a été fait à la fois en termes, je dirais, intellectuels et d'indépendance. C'est du travail très très sérieux, donc n'hésitez pas à les solliciter. Je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires, donc il me reste simplement à remercier Audric et Joël-Alexis pour la clarté de vos interventions et à vous souhaiter à tous une très bonne journée sur LinkedIn pour reprendre le cours de votre journée en digérant un petit peu toutes ces informations. En tout cas, n'hésitez pas en message privé si vous avez des questions. Voilà. Au revoir. Juste simplement rajouter une petite phrase de conclusion, si je peux. Il faut vraiment voir la nuance. C'est essentiel parce que je ne crois pas qu'on peut, dans une présentation, rendre justice à ce que fait de l'UP pour votre expérience utilisateur, que ce soit en boutique ou en ligne. Appelez-nous, on vous fait une démo, dans toutes les pires conditions que vous pouvez imaginer, sans aucun problème. Vous allez voir, de l'UP est totalement différent. Merci beaucoup. On va, je ne sais pas si ça se dit sur LinkedIn, mais une fois qu'il dit à la télévision, on va rendre l'antenne. Et en tout cas, très bonne journée à tous et à bientôt.